Alors, je suis arrivée au Québec en 1978. Je n'avais jamais pensé venir au Canada, au Québec. Pour moi, c'est vraiment des régions éloignées. Et puis, bon, j'ai suivi Gilles qui est revenu au Québec. Et donc, à ce moment-là aussi, j'avais décidé de quitter l'Afrique parce que mes enfants devenaient adolescents et je trouvais que c'était pas simple pour des adolescents de se situer comme blancs. Même si on avait une maison dans la cité et tout, c'était pas clair, c'était pas simple. Donc, on est venu au Québec. Et là, il y a une autre forme d'entre-deux qui s'est jouée pendant plusieurs années, au sens où la première année, bon, j'explorais un petit peu le milieu, sans faire grand-chose, si ce n'est que j'allais donner cours à l'Université Laval, comme chargée de cours, donner un cours j'imagine que c'était d'anthropologie psychologique ou quelque chose comme ça, je pense, et où j'ai beaucoup aimé faire ça. Mais alors, c'était les trajets, hein, une fois par semaine, en train. Et alors, ce train dont j'ai découvert, bon, moi venant d'Europe, les trains, ça part à une certaine heure, ça arrive à une certaine heure, c'est nickel, comme on dit, tout va bien. Ici, pas du tout, ça part quand ça part, ça arrive quand ça arrive. Le chef de train passe, il parle au walkie-talkie à d'autres, on ne sait pas qui parle, le train ne part pas. Mais alors, mon expérience de base, ça a été une fois où c'était en hiver, et puis le train a eu du retard. Donc, on est arrivé avec 1 heure de retard. Je suis arrivée, les étudiants étaient partis. Il n'y avait plus d'étudiants. Alors là, j'ai trouvé que c'était un peu raide là, d'avoir fait tout ce trajet. Alors, on avait convenu avec les étudiants après que le quart d'heure académique, c'était bien, mais que pour nous, on allait prendre 1 heure de quart d'heure académique quand je voyageais. Et puis, quand après ça, j'ai travaillé à Québec, à l'Université Laval, dans le cadre du laboratoire de gérontologie, là, j'ai refait le chemin en sens inverse, parce que là, je donnais des cours à l'Université de Montréal, en anthropologie psychologique. Donc, ça a été cette expérience de donner cours sans vraiment faire partie. Et je pense que sans doute, ça me satisfaisait aussi d'une certaine façon de vraiment prendre l'occasion que me donnait la rédaction de ces cours pour vraiment réapprofondir une matière, essayer de la synthétiser et aussi d'approfondir davantage au niveau théorique la dimension anthropologique, puisque la formation que j'avais eue était quand même beaucoup plus personnelle, beaucoup plus idiosyncrasique. Et donc, à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé d'avoir à structurer ces cours. Et quand après, quand étant à Montréal, j'ai donné cours à l'Université Laval, j'ai vraiment formé des liens extrêmement intéressants avec des étudiantes. Et aussi parce que quand j'étais au laboratoire de gérontologie, j'ai continué à donner des cours. Et là, j'ai vraiment gardé des liens avec des étudiantes que j'ai revues bien longtemps par la suite. Et en fait, j'ai découvert, parce qu'après j'ai donné cours quand j'étais à Montréal à l'université McGill, où là j'étais rattachée à un moment donné au département d'anthropologie. J'expliquerai dans quel contexte plus tard. Mais j'ai découvert que ce que j'aime surtout, bon, donner des cours, j'aimais bien articuler le cours, lui donner une configuration. Après 3 ans, ça commençait un peu à m'ennuyer, même si je sais qu'on se renouvelle tout le temps, mais quand même. Et ce que j'aimais là-dedans, c'est le travail avec les étudiants. Donc j'ai dirigé énormément de mémoires de maîtrise, de thèses de doctorat. Il y en a d'ailleurs qui sont encore plus ou moins en cours. Et ça, j'ai énormément étudié. Donc ce travail vraiment pour aider l'étudiant à formuler une question. Et ce que j'ai aussi découvert très très fort, c'est à quel point faire un doctorat, c'est une aventure extrêmement exigeante au niveau intellectuel et au niveau personnel. Donc la découverte que des étudiants en travail de thèse, il faut aussi les accompagner au niveau personnel, mais sans brouiller les pistes, c'est-à-dire ne pas jouer à la psychanalyse ou à la thérapeute quand je suis là comme leur professeur, mais très attentif à toute la détresse, au remaniement en profondeur que ça crée. Et ça, je l'ai rencontré dans plusieurs cas, et ça m'a paru une partie essentielle de la formation, je dirais, au doctorat. Donc quelque chose qui m'a beaucoup apporté et que j'ai beaucoup aimé faire, ces thèses de doctorat. Aussi, un des enjeux clés, il me semble, dans ces directions de thèse, et que j'ai aussi moi-même par rapport à ma propre écriture, c'est de trouver le style. Hein, parce qu'on sait de quoi on veut parler, on sait ce qu'on veut dire, mais par quel angle, par quel genre de style, comment est-ce qu'on va trouver son entrée dans l'écriture. Et une fois que le style est trouvé, je dirais pour moi, la grosse partie est faite. Là, on a son matériel, et là, on a sa voie d'entrée, on peut le faire. Moi, je disais que ça me concerne aussi, parce que quand je suis davantage allée du côté de la psychanalyse, la question pour moi était de ne plus écrire d'articles soi-disant scientifiques qui ne m'intéressaient absolument plus, et trouver une façon de garder une rigueur, mais une rigueur avec un style autre.
de la même façon que j'ai toujours défendu avec beaucoup de force l'idée que la recherche qualitative, c'est extrêmement exigeant, extrêmement rigoureux, mais une rigueur qui a ses règles propres, qu'il faut pouvoir expliciter, on ne fait pas du n'importe quoi, mais en même temps qui est extrêmement difficile, de la rigueur, je dirais, des approches plus quantitatives. Donc cette question de style est quelque chose qui m'a, je pense, qui est là, qui est très présente pour n'importe qui fait de la recherche ou fait un autre style de pratique et veut écrire. Donc ça, c'était la question de l'université. Mais donc après cette année de flottement à Montréal plutôt, donc Gilles a eu l'occasion d'avoir un poste à l'université Laval. Et moi, il y avait un poste qui était ouvert au laboratoire de gérontologie sociale. Moi, vraiment, ça ne me disait rien du tout, la gérontologie sociale. Donc, j'ai appliqué parce que, bon, je trouve quelque chose à Québec. Et puis, ça a marché. Donc, je me suis retrouvée en gérontologie sociale. Je veux dire que j'ai trouvé ça extrêmement dur. Extrêmement dur parce que de travailler en gérontologie, c'est pas rien. Hein, ça nous confronte à la question du vieillissement, à la question de la mort. La question de la mort, ça l'est, mais le vieillissement, c'est plus compliqué. Et ça confronte aussi au rapport à ses parents, au vieillissement de ses parents, enfin de ma mère en ce qui me concerne. Et donc ça met en branle toute une série de dimensions extrêmement importantes, extrêmement complexes, qui, je pense, fait un peu écho à la déstabilisation que visent aussi souvent des personnes âgées, qui doivent aussi retrouver une autre façon de penser leur rapport à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à l'entourage, à la société. Donc il y avait là une déstabilisation dont je soupçonne qu'elle a quelque chose à voir avec la déstabilisation que vivent ces personnes. Donc pas facile au niveau du genre de thème, d'autant plus que si je faisais une recherche là-dedans, il s'agissait pour moi d'accompagner les personnes au plus proche de leur expérience. Autrement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc là, quand j'étais à Montréal, j'avais vaguement été initiée à quelque chose qu'on appelait la thérapie de réseau. Bon, donc j'avais été initiée à la notion de réseau social. J'avais un peu lu là-dessus. Donc je m'étais dit, tiens, je vais essayer de voir comment les personnes âgées se situent dans le réseau social, toute la dimension du soutien, c'était des thèmes à la mode à ce moment-là, réseau de soutien social, réseau de support social, réseaux sociaux, etc. Mais aussi voir comment ce qu'elles-mêmes font avec ça. Quelles sont les stratégies qu'elles développent dans ce contexte-là. Donc toujours retrouver aussi le filon de la subjectivité par rapport justement à un environnement social. Donc là, je dirais que c'est ce que je voulais faire, donc tenir ensemble le tissu social, le parcours individuel là-dedans, comment des personnes en situation quand même vulnérable, je dirais, essayent d'aménager, de négocier, de réarticuler leur rapport au monde dans ces conditions extrêmement difficiles et complexes. Donc ça, c'était ça que je voulais faire. Et puis, il fallait que je fasse une demande de subvention. Moi, je ne m'étais jamais adressée à tout ça. J'avais eu des fois, on avait travaillé plus ou moins en Afrique, au Zaïre, groupe de possession, on voit les choses comme elles adviennent. On dit il faut définir une question de recherche, une méthodologie. Mais mon Dieu, quelle horreur! Et donc ça, donc j'ai vraiment eu mon apprentissage, je dirais, de la dynamique de la recherche au Québec, qui n'a pas été facile, mais sans doute plus facile à ce moment-là qu'ici, parce qu'à ce moment-là, on permettait des explorations méthodologiques qu'on permet sans doute plus difficilement maintenant. Et donc là, j'ai eu la première demande de subvention que j'ai faite au Conseil québécois de recherche sociale. Et donc, c'était la recherche que j'ai faite. Donc ça, c'était, je dirais, tout un apprentissage aussi. La recherche comme telle. Alors là, de nouveau, difficulté, c'est que quand j'étais en Afrique, quand j'étais au Congo, au Zaïre, là, j'étais dans les milieux, j'interagissais avec les personnes, la question ne se posait pas de ma position, on s'entendait bien. Bon, là, on avait défini un échantillon à la paroisse Saint-Sauveur, dans la paroisse Saint-Roch, dans la Haute-Ville. Bon, il s'agissait de trouver les gens. On avait des listes de recensement, on avait repéré les gens, fait un échantillon. Bon, fallait aller chez les gens. Alors moi, j'avais la paroisse Saint-Sauveur, fallait sonner, fallait expliquer son histoire. J'ai trouvé ça épouvantable, je trouvais ça terrible. Mais ce qui m'a ce qui m'a sauvée, ce qui m'a aidée, c'est que bon, à ce moment-là, bon, j'étais encore quand même jeune, hein, 74, donc j'avais quoi? J'avais 30 ans. J'avais mon petit accent étranger. Alors là, les personnes âgées me prenaient sous leur aile protectrice. Et donc à ce moment-là, elles m'invitaient, elles m'offraient du café, des petits biscuits, parce que dans les entrevues qu'on faisait, on retournait 2, 3, 4 fois parfois chez elles. Donc il y avait tout un lien qui se nouait. Et là, je dirais, en même temps qu'elles répondaient à mes questions, elles voulaient aussi m'initier
à ce qu'était la vie avant, à la société québécoise. Et donc, j'ai eu la plus merveilleuse entrée dans la société québécoise qu'on peut rêver. Donc, je me rappelle, il y en avait une qui me racontait comment elle avait eu un enfant très, très prématuré, comment elle le mettait dans une boîte, qu'elle mettait dans la porte du four. Des trucs absolument hallucinants, là, pour moi, qui, malgré mon expérience d'accouchement en Afrique, là, n'a rien à voir. Là, c'est très, très compliqué. Et donc, là, c'était vraiment des choses très, très étonnantes. Et donc, j'ai vraiment rencontré des gens que j'ai beaucoup admirés, que j'ai beaucoup aimés. Je me rappelle un monsieur qui pleurait tout le temps, mais qui pleurait, pas qu'il était triste, mais il pleurait tout le temps. Et puis on l'a vu plusieurs fois, et puis il nous recevait, il y avait sa femme qui était là. Et donc ce sont je dirais, des fragments d'humanité, de rencontres humaines qui restent comme quelque chose de très, 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 très beau, très intéressant. Et à ce moment-là, le fait, je dirais, de déstabiliser la question des réseaux sociaux et du support social en introduisant les stratégies, ça me plaisait. C'était de nouveau un pas de côté pour dire, mais c'est plus compliqué que ça. Et une chose qui est restée mon fil conducteur jusqu'à maintenant, je dirais, qui se retrouve même dans ma recherche chez les ascètes maintenant en Inde, c'est que en travaillant avec les personnes âgées, on essayait en même temps, donc on faisait les réseaux sociaux, donc la carte de leur relation et tout, et puis on essayait de voir aussi comment elles passaient leur journée, ce qu'elles faisaient. Et puis on s'est rendu compte que particulièrement dans la paroisse Saint-Roch, les gens allaient, des personnes âgées, allaient dans le mail Saint-Roch, maintenant c'est autre chose, là, bon, là c'est le mail Saint-Roch, puis ils allaient s'y asseoir, souvent elles ne parlaient à personne, et puis elles regardaient les gens, elles regardaient le monde, puis certaines prenaient un ticket de bus, puis faisaient le tour, ça se passait dans les bus. Et donc ça a été découvrir, surtout pour les hommes âgés, à ce moment-là, les femmes âgées un peu différemment. Les femmes âgées, elles parlaient plus facilement à d'autres, mais les hommes âgés, tout en milieu très très marginal, allant s'asseoir là et, je dirais, regardant le monde, étant avec le monde, sans vraiment y être, puisqu'elle ne parlait pas vraiment avec les gens. Et donc j'ai appelé ça des lieux de sociabilité générale, où on est de façon générale avec les autres, mais sans être pris, je dirais, dans une relation interpersonnelle. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle j'avais publié dans le temps, et là qui est vraiment resté, et qui s'est révélé mon fil conducteur central quand j'ai commencé à travailler avec la question de la psychose. Donc ça a été très important. Dans ce contexte-là aussi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Renaud Santerre, exactement, Renaud Santerre, avec qui on a publié un numéro d'Anthropologie et Société, dont lui m'a poussé aussi. Donc je dirais que je pense que j'ai fait des choses intéressantes, j'ai rencontré des gens, j'ai des colloques, mais ça n'a jamais été mon lieu d'investissement fondamental, c'est toujours resté un peu en périphérie de moi. Mais je suis très reconnaissante pour tout ce que ça m'a appris et très reconnaissante à Nicolas Zé de m'avoir fait confiance, qui dirigeait le laboratoire, et de m'avoir engagée. Donc ça a été un moment important. Et puis, à un moment donné, Gilles, lui, avait retrouvé un poste à l'Université de Montréal. On lui offrait d'être directeur du département d'anthropologie. Et à ce moment-là, oui, parce que ce qu'il faut que je dise, c'est qu'une autre chose qui était importante, dès ma première arrivée à Montréal, donc avant l'année que j'ai passée à Montréal, avant d'aller à Québec, c'était un groupe qu'on appelait le GIRAM, qui était le groupe de recherche interdisciplinaire en anthropologie médicale et en ethnopsychiatrie. Donc c'est un lieu qui rassemblait des gens, donc des professeurs de différentes disciplines, de l'Université McGill, de l'Université de Montréal, après il y a eu de l'UQAM aussi, et c'était donc un lieu où il y avait des présentations scientifiques, on en discutait, c'est un groupe de entre 20 et 30 personnes, après il y a eu quelques étudiants qui sont venus aussi, et vraiment, chacun s'exprimait dans sa langue, donc il y avait en français, en anglais, donc ça a vraiment été un lieu carrefour extrêmement important, où j'ai appris à connaître quelqu'un qui après était pour moi un mentor absolument exceptionnel, un mentor, qui était le docteur H.B.M. Murphy, qui à ce moment-là était en psychiatrie transculturelle à McGill, et qui était quelqu'un qui a été très important, une grande générosité. Alors ça me revient à l'esprit maintenant, parce que quand j'étais justement à Laval et que la question de revenir à Montréal se posait, H.B.M. Murphy, avec qui on restait en contact, puisqu'on continue à aller aux réunions du GIRAM à Montréal une fois par mois, lui connaissait bien le docteur Arnois et était impliqué en tout cas dans
donc, dans la gestion de l'hôpital psychiatrique, le gros hôpital psychiatrique de l'université McGill, qui était l'hôpital Douglas. Et là, j'ai rencontré le docteur Arnois. Il cherchait quelqu'un pour mettre en place une unité de recherche en recherche psychosociale. En tout cas, il y avait un peu de recherche qui se faisait, mais il fallait restructurer ça et la mettre un peu sur la carte de la recherche. Alors au début, j'étais très méfiante. Travailler dans un hôpital psychiatrique, ça me plaisait vraiment pas beaucoup. Et puis j'ai rencontré à plusieurs reprises le docteur Arnois, qui était quelqu'un d'une très grande intelligence, d'une très grande humanité, d'une très grande culture. Hein. Il avait hésité entre devenir psychiatre et chanteur d'opéra, puis il avait une voix. Il a participé à certains opéras, donc je l'ai entendu chanter des airs d'opéra absolument magnifiques. Là. Et donc c'est quelqu'un qui avait cette ouverture et ce charisme, je dirais, absolument extraordinaire. Et donc lui m'a convaincu de poser ma candidature. Alors il y a eu un comité de sélection où j'ai été sélectionnée. Et après ça, il y a eu toute la question de faire admettre une équipe de recherche au Fonds de la recherche en santé du Québec. Ça, c'était une autre histoire qui a aussi été extrêmement compliquée, mais où j'ai bénéficié aussi de ce moment-là où les critères étaient sans doute moins exigeants que maintenant. Et en plus, l'hôpital Douglas faisait pression pour avoir groupe de recherche psychosociale, parce qu'en termes de légitimité scientifique, quand on voit ce que représente la science pour eux, là, j'étais pas fort là, mon curriculum. Mais bon, ils ont fait confiance, puis avec la pression de HBM Murphy, ça a passé. Alors au début, je voulais vraiment développer un autre type de recherche, ce que je suis parvenue à faire, mais j'ai dû accepter progressivement l'idée que toute la division de recherche n'irait pas nécessairement dans ce sens-là et que donc il y avait d'autres courants de recherche qui étaient beaucoup plus populaires au niveau des organismes subventionnaires, comme l'épidémiologie, la réhabilitation, toutes ces choses-là, beaucoup plus classiques. Et donc, il fallait leur faire une place aussi et trouver des lieux de dialogue. Donc, trouver des lieux de réunion, des lieux de travail ensemble, où on puisse chacun développer sa propre logique, mais en trouvant des lieux de parole. Donc ça, je pense qu'on est bien parvenu à le faire dans ces années-là. Et donc ça, c'était quand même en l'année 82, à partir de l'année 82. Et c'était une unité de recherche qui était dans un centre de recherche plus large. Donc ça a eu l'avantage de me familiariser avec une recherche en sciences beaucoup plus dure, en neurosciences, donc les neurotransmetteurs, la génétique et tout. Il y avait donc une division neurosciences et une division clinique, qui était beaucoup plus les expérimentations de médicaments. Et progressivement, ça s'est enrichi aussi. Mais là, je dirais, les liens ont été plus difficiles à faire. Et moi, je prétendais, avec la recherche que j'ai commencé à faire, que je faisais de la recherche clinique aussi. Mais eux ne trouvaient pas du tout que c'est de la recherche clinique. Alors, et on a eu un peu plus de tension de ce côté-là. Donc ça a été, je dirais, toute cette inscription beaucoup plus difficile, je dirais, en recherche au niveau de l'hôpital Douglas, mais qui m'a permis de développer une ligne de recherche absolument fascinante et qui a beaucoup compté pour moi. En même temps, je dirais que ça me mettait dans les milieux de recherche. Donc là, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreux comités, ou bien des comités d'évaluation, au Conseil de recherche en sciences humaines, au Fonds de la recherche en santé du Québec, au FCAR, en tout cas dans toute une série d'organismes différents. J'ai même participé à un comité créé par le Fonds de la recherche en santé du Québec pour imaginer un programme qui serait vraiment interdisciplinaire de recherche entre sciences sociales et recherche en santé. Sauf que moi, je l'ai pris vraiment au sérieux. Donc, j'ai défini l'interdisciplinarité de façon telle où vraiment il fallait, dans la question de recherche, dans les méthodes, intégrer vraiment les deux et pas faire une recherche en neurosciences en ajoutant une échelle de qualité de vie. Là, c'était pas ça. Et c'était tellement exigeant que dans les années qui ont suivi, il y avait très peu de demandes qui étaient faites. Et donc, ils ont reformulé le programme de façon différente. Alors, j'étais très fâchée. Et puis bon, donc, j'ai trouvé que tout l'aspect de formation qu'il voulait y avoir, c'était un peu raté, mais c'était comme ça. Donc, j'ai eu aussi, au niveau du Conseil de recherche en sciences humaines, c'était aussi de participer à toute la définition de quel pourrait être le rapport au niveau d'un programme de recherche en santé, mais qui serait sciences humaines, au moment où les choses n'étaient pas encore clairement divisées. Et alors, au moment où Marc Renaud a dirigé vraiment de main de maître le Conseil de recherche en sciences humaines, ce qui lui a redonné une ampleur et un dynamisme beaucoup plus grand, alors lui m'a aussi fait entrer sur le conseil d'administration du Conseil de recherche en sciences humaines. Et là aussi, j'ai eu l'occasion de participer aussi au comité sur l'éthique. Alors, qu'est-ce que c'est l'éthique en sciences humaines? Comment est-ce qu'il y a moyen de se démarquer des comités d'éthique
le leurre, je dirais pour moi, des comités d'éthique dans la recherche plus médicale, où en fait il s'agit essentiellement de protéger le chercheur et pas du tout de respecter une éthique, je dirais, de la personne comme telle avec qui on travaille. Donc ça m'a énormément appris. Juste une petite anecdote là pour montrer à quel point c'est une position fragile. C'est que quand j'ai été nommée sur le conseil d'administration du Fonds de la recherche en santé du Québec, bon, c'était quelque chose là, parce que moi, le FRSQ, là, c'était toujours, c'était un peu l'ennemi, là, puis j'ai été nommée là-dessus. Alors, la première fois que j'ai rencontré le directeur du FRSQ, je vous dirai pas qui c'était, il m'a dit, comme ça en aparté, à un moment donné, il est venu voir avec un petit gentil, c'était un homme très, très policé, très, très, très mondain, très, très bien. Et il m'a dit, vous êtes au courant que si vous vous appeliez Jean, vous n'auriez pas été nommé. Alors moi, je n'avais pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que j'avais été nommée parce que j'étais une femme et qu'il leur fallait une femme. Alors j'ai trouvé ça d'une grossièreté incroyable. Mais en fait, c'était sans doute vrai. Mais donc, ça montrait la difficulté, bon, venant à de ce genre de science-là. Alors, je pense que c'est Arnois qui avait dû me pousser pour que je sois nommée. Mais alors, étant femme et en plus venant de l'anthropologie, c'était vraiment donc j'étais vraiment l'oiseau rare ou le petit canard au milieu des signes, je ne sais pas comment, mais en tout cas c'était. Alors j'ai souvent eu cette position, mais d'un autre côté c'est aussi pour ça qu'on m'invitait, pour avoir une autre voix sur, par exemple dans le comité d'évaluation, on disait oui mais toi tu vas apporter une perspective différente dans l'évaluation des projets, mais à la longue ça devient lourd, ça devient très lourd parce que j'ai découvert que si on n'est pas deux, ça sert à rien. Il faut qu'on soit au moins deux pour que la parole puisse être relancée. Hein. Si on est tout seul à dire quelque chose, on devient très rapidement celle « Ah oui, Hélène Corrin, on sait bien que hein, ». C'est celle qui a toujours un discours différent. Bon, au niveau de Douglas, je dois dire que ce que je peux dire au niveau structurel, avant d'entrer dans le détail de ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé développer les recherches que je voulais, pour autant que j'allais me chercher des subventions de recherche. Donc ils n'ont jamais interféré. Et là, il faut quand même que je rende honneur à Rémi Quirion, d'abord le docteur Nair, puis Rémi Quirion. Je ne suis pas sûre qu'ils croyaient beaucoup dans ce que je faisais, mais ils m'ont laissé faire, je dirais. Donc j'avais toujours une position différente, notamment quand je faisais une présentation. Je pense que même dans ma division de recherche, des collègues m'ont dit « Mais toi, quand tu parles, on ne comprend pas ». Alors je dis « Comment ça fait que vous ne comprenez pas ?» Et quand je m'adresse aux sources alternatives, eux comprennent ce que je dis. Donc il y a quelque chose où, dans la façon de poser les questions, la façon d'envisager le monde, il faut qu'on le réalise. Il y a quelque chose qui nous est propre. C'est très difficile de le faire passer. C'est comme quand je veux parler de psychanalyse dans un milieu haute. Il y a comme des univers, hein, des mondes épistémologiques, des rapports au langage, des rapports à la structure des phrases. C'est pas pareil. Hein. Et donc on pense qu'on parle le même langage, puis c'est pas ça. Donc il faut chaque fois faire un énorme travail de passage de frontières pour arriver à se faire entendre, pour autant qu'on ait envie de se faire entendre. Mais si on ne veut pas se faire entendre au dehors, on reste dans l'entre-soi, puis ça, c'est pas très intéressant, quoi. Donc ça, c'est l'essentiel. Oui, alors par rapport au département d'anthropologie, oui, ce que je peux dire aussi, c'est que l'autre point important de mon arrivée à Montréal, c'est que un peu après qu'on soit donc revenu s'installer à Montréal, est venue aussi s'y installer Mariella Pandolfi. Elle dit toujours avec beaucoup de gentillesse, parce que je ne crois pas que ce soit vrai, mais en tout cas c'est en partie vrai, qu'elle est venue à Montréal à cause de moi, parce qu'on s'était rencontrés à un congrès mondial de psychiatrie, je crois, à Vienne. Alors je donnais une présentation sur les groupes de possession, puis elle était là, elle m'avait entendu, donc on s'était entendu, on s'était bien entendu, et donc elle est venue à Montréal, et donc elle s'est intégrée au département d'anthropologie. Alors Mariella étant ici, donc avec une formation aussi en psychanalyse, philosophie, anthropologie, venant de l'Italie, ayant aussi une expérience de la recherche française. Bon, moi, avec mon parcours, Gilles ici. Donc, on s'était donné un peu comme projet de favoriser un carrefour entre la recherche anglo-saxonne et la recherche d'orientation francophone. De nouveau, ce n'est pas les mêmes langages, ce n'est pas les mêmes épistémologies et tout, et de mettre ensemble des chercheurs qui venaient d'Europe, des chercheurs qui venaient du Québec et des chercheurs qui venaient des États-Unis. Et on a organisé plusieurs années en suivant des sessions vraiment de l'entre-deux, du dialogue, dans le cadre de l'American Anthropological Association, du AAA. Et ça, c'était quelque chose extrêmement riche. Alors, dans cette mouvance-là, on avait organisé aussi une session dans le cadre du congrès qu'on appelle ça l'Association internationale d'anthropologie ou quelque chose comme ça, là. En tout cas, l'association qui joue au niveau international, qui a des congrès
de temps en temps à travers le monde. J'ai même oublié le nom. Et alors, on organisait un congrès à Zagreb, et c'est là qu'a été en fait la base du livre qu'on a publié après sur Asceticism and Violence in Anthropological Interpretation. Le titre, c'est j'ai oublié le titre principal. Beyond Textuality, c'est ça. Et donc à ce moment-là, j'avais essayé d'articuler ma position par rapport à la question de la marge, par rapport à tout ce que j'avais fait au niveau du Congo, ce que j'essaie de travailler maintenant. Et donc, à ce moment-là, je pense John Galati était là aussi. Je pense qu'il avait beaucoup aimé la présentation. On a vraiment fait un pont intéressant. Puis après, il m'a dit, mais pourquoi tu devrais absolument... Comment ça se fait que tu es au Douglas, étant rattaché automatiquement au département de psychiatrie à ce moment-là, mais avec lequel j'avais vraiment aucun contact, ou quasiment, si ce n'est aller de temps en temps donner un séminaire aux résidents, il dit, tu devrais être au département d'anthropologie. Donc, à ce moment-là, j'ai été recrutée, mais comme je dirais comme secondairement, donc au département d'anthropologie. Et là, j'ai d'abord donné un cours et un séminaire en anthropologie psychologique, et j'ai commencé à diriger des étudiants. Et puis, curieusement, ça ne fait pas ça pour tout le monde, mais pour moi, ça a fait ça. C'est que quand j'ai commencé ma formation en psychanalyse après, et la clinique psychanalytique, j'ai trouvé que donner des cours, ça demande énormément d'investissement, de charisme, de présence. Et j'arrivais pas à avoir cette présence dans ma clinique, dans l'écoute, et en même temps aller donner cours. C'était comme s'il y avait deux présences que j'étais plus capable de maintenir ensemble. Donc progressivement, j'ai abandonné le cours, j'ai juste gardé un séminaire, puis je l'ai laissé de côté, et j'ai uniquement gardé les thèses, la direction de thèse, honor, mais surtout maîtrise et doctorat. Et là, je l'ai gardé encore jusqu'à ce que j'ai quitté, donc jusqu'il y a 5 ans d'ici, quoi, que j'ai encore beaucoup de... Alors, les thèses qui sont encore prolongées après. Donc là, j'ai vraiment dirigé, j'étais une de celles qui dirigeait le plus de thèses de doctorat au niveau du département d'anthropologie. Mais j'aimais beaucoup faire ça, là, j'aimais beaucoup le contact des étudiants. J'étais très exigeante, donc plusieurs fois les étudiants sont mis à pleurer et tout ça, mais exigeant, et en même temps exigeant, et je pense que les étudiants ont beaucoup apprécié. Et j'avais été nommée, mais pas nommée par le haut, là, en tout cas j'avais été nominée, comme on dit, par les étudiants comme le meilleur professeur. Bon, ce que j'ai pas eu, évidemment, je ne donnais pas cours, c'était un peu ridicule, mais c'était dire que ça a été, et puis j'ai beaucoup gardé le lien avec beaucoup d'étudiants pendant des années. Ils m'écrivaient, ils me donnaient encore maintenant des étudiants que j'ai eu il y a 15 ans qui m'écrivent ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font. Ils m'envoient un article qu'ils ont écrit, tout. Donc c'était un moment extrêmement chaud, extrêmement important dans de nouveau, cette humanité du travail avec des gens qui essaient de trouver leurs mots, de trouver la ligne de leur pensée. Et là, c'est un moment qui va orienter toute leur vie après. Donc, c'est extrêmement important. Et plusieurs fois, et ça au moins 3 fois, ça j'en suis extrêmement fière, j'ai rescapé des étudiants, parce que, on dira que McGill est quand même assez élitiste. Ils prennent peu d'étudiants. Les étudiants avec lesquels un professeur dit « je voudrais travailler avec cet étudiant-là parce que ça rentre dans ce que je veux travailler ». On a regardé les notes, en tout cas c'est donc très comme ça. Et alors à 3 reprises, ces étudiants que les gens ne voulaient pas avoir, mais je dis « je veux travailler avec cet étudiant-là ». Je suis parvenue à renverser les décisions, et ça a été chaque fois des réussites extrêmement brillantes dans ce que les gens sont devenus. Donc c'est tout ça, tout pour dire, c'est pas pour me mettre en valeur, mais pour dire que de travailler en profondeur avec des étudiants, en tout cas qui ont ce potentiel, il faut saisir le potentiel, et si on arrive à les aider à dépasser cette espèce de blocage qu'ils peuvent avoir, qu'il y a quelque chose qui retient à l'intérieur d'eux, et les porter plus loin, ça donne une satisfaction extrêmement grande. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment assister à l'épanouissement, comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Ça a l'air un peu cucu là, comme terme, mais c'est pas grave, c'est ça pareil. Là, c'est cette beauté de voir des jeunes qui deviennent qui ils sont là.